Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la diversité de l'agriculture taïwanaise présenté par Sasa. Aujourd'hui, nous retrouvons Chen Xingzong, surnommé Dr Soil, le docteur des sols, pour poursuivre notre discussion passionnante sur la surutilisation d'engrais et de pesticides à Taïwan, ce qui finit par dégrader les sols, tout comme le labour, dont nous parlerons aussi. Dr Soil se rend dans les 4 coins de Taïwan avec sa pelle quand un agriculteur l'appelle parce que ses légumes ou ses fruits ne poussent plus. En général, il fait appel à lui en dernier ressort quand la situation est presque désespérée et que l'agriculteur a déjà déversé de nombreux engrais et pesticides. Alors, la pelle de Dr Soil lui sert à creuser 2 grands trous qui permettent de voir ce qui se passe au niveau des racines et dans le sol. La pelle se transforme en bâton de pèlerin pour sensibiliser à l'importance de la vie dans le sol. Autrefois, les paysans taïwanais mettaient un peu d'engrais et c'était utile parce que le sol était bien vivant et avait encore la capacité de le digérer. Au fil des ans, notamment en raison du prix très bas à Taïwan, les agriculteurs y sont devenus dépendants, nous en avons parlé la semaine dernière. Du coup, les racines ne s'enfoncent plus profondément ou s'intoxiquent. Les sols sont de plus en plus usés et n'arrivent plus à se régénérer. Ainsi, Dr Soil pense que dans certains endroits, il vaudrait mieux se limiter à une seule récolte de riz par an au lieu de 2 pour laisser la terre se reposer ou pour planter des engrais verts. Mais qu'en pensent les agriculteurs quand il leur propose ? Ils pensent que je suis fou. En fait, c'est aussi les politiques actuelles qui encouragent cette agriculture intensive à travers des subventions. Par conséquent, le riz ne pousse pas bien et il n'a pas un bon goût. Qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on les stocke dans des entrepôts. Ces dernières années, le gouvernement subventionne aussi les engrais verts. Le fait de planter certaines plantes de la famille du lupin ou du trèfle, par exemple, et de les couper avant la récolte pour les laisser sur la terre afin de nourrir les micro-organismes. C'est déjà un pas dans la bonne direction, selon Dr Soil. Il recommande aussi la rotation des cultures et de bien pailler ou couvrir le sol, voire même de ne pas systématiquement enlever les herbes pour ne pas laisser la terre nue en plein soleil. Cela permet notamment de garder l'humidité dans le sol nécessaire à la vie. Autre conseil de Dr Soil pour revigorer la terre, la mettre en jachère et laisser le temps à la vie de revenir. Mais si la petite taille des fermes taïwanaises a l'avantage d'éviter les rachats par de grandes exploitations agricoles de type industriel, il y a aussi un désavantage. Les agriculteurs taïwanais ayant de petites surfaces ne peuvent pas se permettre financièrement de ne pas cultiver. C'est pas facile de trouver des gens qui veulent bien m'écouter, car les agriculteurs ont tendance à penser qu'ils savent mieux. Mais il voit les résultats que vous avez eus avec les tomates et les ananas. Oui, mais même là, j'ai emmené des agriculteurs dans la plantation d'ananas sur laquelle on avait travaillé pour voir, et leur réflexe a été de demander à l'agriculteur quel engrais il utilise. Xu Zhengyi, spécialiste des sols à l'Université nationale de Taïwan, précise quant à lui que le gouvernement s'est toutefois efforcé ces dernières années de renforcer la loi et sensibiliser les agriculteurs aux engrais chimiques et pesticides les plus dangereux pour limiter les maladies professionnelles et la contamination des eaux souterraines. Bien sûr, il n'est pas facile de surveiller partout comment ça se passe dans la pratique et c'est la raison pour laquelle il est d'autant plus important que les agriculteurs comprennent que ce n'est pas dans leur intérêt d'endommager les sols et leur santé. Selon M. Xu, les Taïwanais se tournent de plus en plus vers les engrais naturels issus de déchets végétaux, de fumier, de guano, de roches broyées, etc. que les entreprises taïwanaises produisent aussi. On l'écoute. Les engrais organiques ont 2 avantages. Cela permet de conserver la diversité des écosystèmes dans les sols et cela permet de trouver un débouché pour réutiliser certains déchets. Par contraste, les engrais chimiques ont une forte concentration en sels minéraux. Ils permettent aux plantes d'absorber très vite des nutriments, mais leur pression osmotique très élevée tue les micro-organismes. Et à Taïwan, les engrais de synthèse ont tendance à acidifier les sols ou à entraîner leur salinisation. Leur pH devient trop élevé, donc année après année, les sols deviennent de moins en moins sains.
Dr Soil, quant à lui, a une vision un peu différente. Pour lui, même les engrais naturels peuvent s'avérer néfastes si l'on en utilise trop. Quant aux engrais chimiques et aux pesticides, la guerre au Moyen-Orient fait peser des incertitudes sur la livraison d'énergies fossiles telles que le pétrole et le gaz qui entrent dans leur composition. Il y aura peut-être une prise de conscience à Taïwan si la guerre s'éternise, mais pour le moment, l'agriculture taïwanaise n'en subit pas ou pas encore les conséquences. Dans certains cas, j'ai pu constater que des agriculteurs taïwanais importaient de la tourbe, une terre particulièrement riche en matière organique et en azote, mais dont l'extraction détruit les écosystèmes humides et émet beaucoup de gaz à effet de serre. Xu Zhengyi nous explique pourquoi ces importations de tourbe à Taïwan. C'est parce qu'ils ne connaissent pas assez les caractéristiques de leur terre. S'ils en avaient une meilleure connaissance et en prenaient plus soin, ils n'auraient pas besoin d'importer de la terre ou de la tourbe, ce qui va d'ailleurs à l'encontre des lois de la nature. La tourbe est très riche en matière organique et se décompose rapidement dans le climat chaud et humide de Taïwan. C'est parce que les nutriments de leur sol sont insuffisants que certains agriculteurs taïwanais importent de la tourbe afin de reconstituer les éléments nutritifs. Il y a aussi le cas des horticulteurs qui cultivent dans des jardinières. Ils plantent directement dans de la tourbe. À Taïwan, la tourbe importée provient principalement d'Asie du Sud-Est, d'Indonésie notamment, où il y a de grandes tourbières. Les agriculteurs se laissent parfois tenter quand un promoteur passe leur vanter les mérites de la tourbe. L'alternative, c'est notamment de composter les résidus de leurs cultures agricoles pour créer de la matière organique sur place. Tournons-nous maintenant vers une autre pratique qui détériore les sols, le labour. Comme le souligne le microbiologiste Marc-André Sellos, les avantages du labour à court terme ont remporté l'adhésion des cultivateurs, mais cela a des conséquences néfastes à long terme. Le labour permet en effet aux sels minéraux et argiles de revenir en surface. Il coupe les racines des cultures précédentes qui ne feront plus trop concurrence. Le labour aère le sol et laisse mieux entrer l'eau de pluie. Si l'on a épandu du fumier en surface, il se trouve enfoui à l'abri de l'oxygène, ce qui ralentit sa minéralisation et maintient de la matière organique dans le sol. Mais comme le souligne Marc-André Sellos, les vers de terre sont des victimes collatérales du labour, tout comme le mycélium dont les filaments sont déchirés. À long terme, le labour facilite l'érosion puisqu'il réduit la teneur en matière organique du sol et le déstructure. Il se forme parfois une couche compactée appelée semelle de labour et certaines plantes telles que les coquelicots se sont adaptées au labour, ce qui limite l'effet de désherbage. Par ailleurs, il faut aussi noter que réduire ou arrêter le labour permet de contribuer à la baisse des émissions de CO2 des sols. Nous en reparlerons plus précisément dans un épisode consacré au lien entre les sols et le changement climatique. À propos du labour, Dr Soil a une vision nuancée. Quand un sol est dur comme pierre, si on laboure, ça va permettre aux racines et à la plante de bien pousser, c'est vrai. Mais il y a un gros problème. Si l'on s'appuie trop sur cette méthode pour décompacter la terre, sur le long terme, le sol va devenir de plus en plus dur et l'eau de pluie aura du mal à pénétrer. Et c'est reparti pour un tour. On laboure encore une fois pour que l'eau de pluie puisse pénétrer, mais ensuite le sol va encore durcir et ce, de plus en plus vite. C'est de pire en pire. Donc je ne dis pas aux agriculteurs de ne pas labourer, mais je leur explique quels sont les inconvénients s'ils le font. Sur le long terme, il vaut mieux ne pas labourer, mais dans le cas où la terre est déjà très dure, il n'y a parfois pas d'autre choix. Il faut bien décompacter la terre pour que les racines puissent pousser. L'important, c'est qu'après ce labour, il faut vraiment prendre soin du sol, apporter de l'eau et des nutriments si besoin, mais surtout, le laisser se reposer. Laisser pousser les herbes entre les rangées d'arbres fruitiers, ou alors planter de l'engrais vert, des légumineuses par exemple. Comme dit Dr Soil, avec ses paroles toujours imagées, les tunnels dans le sol ont une importance capitale. Il en faut des grands, des petits et des tout petits pour que l'eau, l'oxygène, les nutriments, les insectes, etc. puissent circuler. C'est comme pour les routes, il en faut une diversité, des autoroutes aux sentiers de campagne. Or, quand on laboure, cela détruit toute cette structure. Dr Soil n'est donc pas opposé au labour en tant que tel, mais il faut le faire de manière limitée et en connaissance de cause, tout en laissant à la terre le temps de se régénérer.
L'important est de comprendre la Terre pour interagir avec elle. Il n'y a pas de SOP, procédure opérationnelle standard, qu'affectionnent beaucoup les Taïwanais. Tout dépend des caractéristiques du sol, des cultures, des saisons, du relief, etc. Et tout cela demande une grande expérience. À mes yeux, cultiver des plantes, c'est de la technologie de pointe. Quand on pense technologie de pointe, on pense fabrication des ordinateurs, des téléphones portables ou des automobiles. Mais l'agriculture, le fait de réussir une récolte, cela nécessite aussi des techniques de pointe. Un agriculteur doit comprendre les engrais, le sol, les insectes, la météo, les nappes phréatiques. Ça demande de lire beaucoup de livres. Autrefois, nous n'avions pas besoin d'autant de connaissances parce que le climat était plus stable. Maintenant, il y a beaucoup d'épisodes météorologiques extrêmes. En plus, autrefois, la capacité de régénération des sols était meilleure. À ses yeux, c'est donc une sorte de dialogue avec la Terre. Alors chaque agriculteur que Dr Soil forme à être capable d'analyser le sol dans leur champ sans avoir besoin d'envoyer un échantillon en laboratoire pour analyse est une graine semée. De plus en plus d'agriculteurs comprennent, selon lui, même si cela demande beaucoup d'efforts de leur expliquer. Une fois qu'on a creusé le trou, il faut faire attention à ce qu'on dit, car si l'agriculteur est énervé, il peut m'enterrer dedans. C'est donc sur cette petite blague de Chen Xingzong, qui aime bien plaisanter, que s'achève cet épisode. Mais ce n'est pas la fin de la série. Je vous invite à nous rejoindre mercredi prochain pour la suite. À très bientôt.茶米香，呛呛困，办公会啊，茶米粉，阿姊的青春伴着阮，无想要大汉顾得酸，顾得酸，茶米粉，茶米香。阿姊的青春，办公会啊，伴着阮，无想要大汉，呛呛困。孙悟空，人碰风抱剑光，莫配的太子王，许是人行路风，踏一嘴青春的剑送你，花花世界自由的气味，有时阵路袂平，滑倒嘛要爬起来笑眯眯，踏一嘴青春的剑送你哦。趁少年赶紧来凭本事，唔惊失败，唔认输，全天公笑打，练功夫。